Eh ben, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours aussi impressionnant de voir autant de monde dans cette salle, surtout un dimanche après-midi, le dernier après-midi des Utopiales. Nous allons parler d'erreurs créatrices. Le pitch dit de nombreuses disruptions technologiques sont liées à des erreurs comme la découverte de la pénicilline, de la radioactivité naturelle. Pourtant, ces erreurs ont changé le monde. Comment ces anomalies à la normale sont-elles considérées comme inutiles ou d'effets extraordinaires jusqu'à ce que la science réussisse à l'expliquer et à les rendre acceptables? Alors, au risque d'être un peu décevant a priori, en fait, on ne va pas parler de pénicilline cet après-midi. On ne va même pas parler de sérendipité. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, ben, voilà, ça sera pour les questions. En revanche, on va tâcher de parler d'erreurs dans le processus de création, qu'il soit scientifique ou littéraire. Cela nous permettra peut-être de nous poser la question de ce qui est une erreur, par rapport à quoi est-ce une erreur, quand est-ce une erreur. Et puis, si on en a le temps, on laissera derrière dériver nos intervenants et notre intervenante sur d'autres aspects reliés. On verra bien comment ça va se passer. Pour ce programme, à ma gauche, Siècle Weilban. Donc, tu es autrice avec une formation de philosophe et un bagage d'expérience composé de nombreux voyages, en particulier en Inde. Ah oui, c'est moi. Et en Asie du Sud-Est, du Sud-Ouest. Tu dis toi-même que tu te passionnes pour les mécanismes de la créativité, les clés de la transformation intérieure et la toile du vivant. Tu t'intéresses à des thématiques telles que la résilience, la métamorphose, la puissance de l'émerveillement, la transmission par capillarité et la possibilité de forger ses propres outils de cheminement afin de devenir créateur et créatrice de son devenir et de son expérience du vivant. Nous sommes donc exactement dans le thème. Tu as publié 4 romans à ce jour, L'Étoile du soir, se déroulant dans des montagnes indiennes, Plein ciel, La demeure du Mât-Aurel, et dernièrement Le Cri Soleil, dont il sera peut-être un peu plus question tout à l'heure. Tu prépares un oracle, un jeu de cartes, si j'ai bien compris, consacré à la créativité avec Anouk Faure, qui s'appelle Le Pacte Créateur et qui devrait sortir en 2026. Et puis je précise tout de suite, parce que je risque d'oublier tout à l'heure, que tu es en dédicace après à 4 heures. Stéphane Beauverger, à sa gauche, donc, qui a fait une longue carrière parisienne et qui retournait vivre au bout du Finistère pour continuer à y inventer des mondes et des histoires. Oui, tu, pardon. Tu mènes ta carrière entre scénario collaboratif et écriture de romans plus personnels quand tu en as le temps, ce qui explique aussi pourquoi ta production n'est pas forcément très intensive, mais ce qui est plutôt bien dans une époque d'accélération constante. Ton œuvre majeure reste le Déchronologue, que j'ai lu pour préparer cette table ronde, et qui se passe au XVIIe siècle dans les Caraïbes. Un personnage, Henri Villon, qui lutte pour préserver un monde qui commence à échapper sous les coups de boutoir du futur, et un futur qui n'est pas forcément un futur, enfin je veux dire, qui s'invite de façon un peu brutale. En 2021, tu as publié à la Volte un petit livre que moi j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Collision par temps calme. Et lui qui imagine une utopie futuriste et qui pose la place de la question de savoir quelle est sa place dans le monde et pourquoi on l'occupe. Et Étienne Klein, donc, qui est physicien et philosophe, hein, tu diriges bon, si, quand même. Tu, tu diriges le LARCIM au commissariat à l'énergie atomique. Tu es enseignant de physique quantique et de philosophie des sciences, ce qui prouve bien que tu es philosophe, à l'école centrale. Tu es animateur de la conversation scientifique sur France Culture, auteur de nombreux ouvrages, une centaine, je crois avoir déterminé sur Babelio. C'est Babelio qui le dit. Et qui aime le travail de la langue. Et je veux dire, c'est de la littérature au sens où tu aimes travailler la langue, travailler les mots et leur signification. Ce qui te conduit aussi à aimer les anagrammes. Donc, tu es un grand spécialiste des anagrammes. Tu as même publié un petit livre sur les anagrammes. Tu aimes aussi la montagne et les ultra-trails. Et parmi les très nombreux ouvrages, moi je retiendrai Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, sur le temps, Le pays qu'habitait Albert Einstein, que j'ai beaucoup aimé, En cherchant Mariana, et Anagramme renversante Anagramme renversante ou le sens du monde. Et enfin, Le goût du vrai. Voilà, il fallait en trouver quelques-uns. Alors,
L'erreur créatrice, en science, ça pouvait me parler, une fois de plus, l'idée de sérendipité. Et Étienne nous donnera probablement un ou deux exemples. Mais l'erreur, et surtout les erreurs créatrices en littérature, ça me laissait plus sec quand j'ai commencé à travailler cette table ronde. Donc pour être honnête avec vous, j'ai failli changer le titre et décider qu'on allait parler d'autre chose. Et puis bon, voilà, j'ai fait quelques recherches, hein. Et j'ai trouvé, par exemple, un article qui s'appelle Erreurs créatrices dans les bases bibliographiques. En cherchant erreurs créatrices dans les bases bibliographiques, j'ai trouvé un article qui s'appelle, par exemple, Du potentiel créateur de l'erreur dans les arts et les humanités, de deux chercheurs, Myriam Métayer et François Trahay, en 2016, dans la revue interdisciplinaire des sciences et des humanités, et qui parle d'une œuvre d'art que je connaissais absolument pas, qui est conservée au centre Georges Pompidou, qui s'appelle Cardfile et qui est un générateur de créativité intégrant la notion d'erreur. Donc, fort de ça, je me suis senti autorisé à poser à nos trois intervenants la première question, c'est comment concevoir l'erreur et l'erreur créatrice dans vos métiers? Qu'est-ce que ça vous évoque? Et comment vous vous positionnerez-vous face à cette idée d'erreur créatrice? Siècle, par exemple. Oui, c'est parti. Alors, merci pour cette question. L'erreur créatrice dans nos métiers. Alors moi, mon métier, c'est d'écrire des histoires, des livres, donc je vais peut-être pas parler directement de l'aspect scientifique. Je pense qu'on a des personnes qui sont très pertinentes pour ça à cette table ronde. Donc je pense que je peut-être reprendrai un petit peu cette question d'erreur pour réfléchir à qu'est-ce que c'est finalement une erreur. Est-ce que une erreur, c'est quelque chose qui est quelque chose de raté, ou bien c'est quelque chose qui était imprévu, qui n'aurait pas dû avoir cette forme-là, exister sous cette forme-là, qu'on n'aurait pas pu anticiper, calculer. Et je pense que dans l'acte de création, de créativité, on est vraiment amené à jongler entre différents fils de fonctionnement, différents fils créatifs. Il y a tout ce qui va avoir lieu à la recherche, à la planification, et il y a ce moment où on écrit une histoire et on peut aussi se laisser emporter, et ça vaut pour l'écriture, mais je pense que ça vaut pour plein d'autres formats créatifs, par une forme d'errance, de flow, et on peut avoir un plan, un objectif, une structure que l'on souhaite respecter, et d'un seul coup, on fait complètement autre chose. On est amené à faire complètement autre chose et on crée une distorsion dans l'histoire qui n'était pas anticipée, pas prévue. Et cette distorsion, on peut continuer à suivre ce flow et l'amener jusqu'au bout. Et quand on s'arrête pour revenir dessus après coup, on va se dire, mais voilà, c'était pas du tout prévu. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'était quelque chose qui aurait dû être là ou pas? Et on se rend compte souvent, peut-être pas toujours, mais régulièrement, et c'est quelque chose que j'ai partagé avec pas mal de collègues écrivains, écrivaines, que cette singularité, en fait, elle recèle en elle-même le suc profond de l'histoire, ou le suc du personnage que l'on a créé, qui sait exactement, à travers peut-être des mécanismes inconscients, où il, elle doit aller pour générer quelque chose dans l'histoire de profond, pour générer quelque chose dans sa structure intérieure de profond, quelque chose que nous, on n'a pas anticipé parce qu'on avait planifié son parcours de façon beaucoup plus intellectuelle. Donc je trouve que dans ce processus directement créatif de l'écrivain, la part d'imprévu, d'erreur, je dirais voilà, de prise en main d'un cheminement intérieur qui va pas du tout là, on l'avait anticipé, c'est quelque chose qui amène beaucoup de créativité et beaucoup de richesse créative. À moi. Bonjour. Je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, ça c'est fait. Non, c'est pas que je suis pas du tout d'accord, c'est que mon métier principal c'est scénariste et que donc je dois structurer une histoire pour veiller à ce qu'elle soit compréhensible par les gens qui vont en être les receveurs, et que la plupart du temps, alors quand j'écris des romans, je travaille seul à mon aventure et à mon histoire, mais la plupart du temps, ce qui me fait gagner ma vie, c'est le jeu vidéo et le scénario de jeu vidéo, qui donc est une œuvre de collaboration et qui, de mon point de vue, est la mise dans un certain ordre chronologique d'informations essentielles et euh, euh, obligatoires pour que le fil de compréhension soit maintenu, surtout dans le jeu vidéo où, par définition, les gens sont occupés à jouer. Donc je ne peux pas trop me permettre d'accaparer beaucoup de leur temps de cerveau disponible pour,
pour suivre l'histoire que je suis supposé leur raconter. Donc j'ai tendance, moi au contraire, à établir un plan qui est extrêmement calé, au point que c'est devenu une déformation professionnelle. Et quand je travaille sur un roman, c'est particulièrement vrai pour le déchronologue, qui en plus était déchronologique dans sa structure. Les chapitres ne sont pas dans l'ordre chronologique. Et je m'étais donné comme objectif d'avoir la dernière phrase de l'histoire posée dès mon plan de travail. Et je devais arriver de manière logique à cette conclusion. Donc j'avais très peu de place pour laisser dériver mes personnages, ce qui est un paradoxe dans les temps troublés Caraïbes dont je parle dans ce roman. Ceci posé, j'ai eu la chance de discuter de ces sujets-là avec Francis Berthelot il y a plusieurs années, qui avait travaillé là-dessus et qui m'avait expliqué que c'était deux méthodes de travail qui étaient strictement opposées, mais qui étaient toutes les deux valides, donc ça va. Et au sein de chaque chapitre, par contre, je ne sais pas comment je vais arriver à ma conclusion. Et j'ai une petite partie de liberté qui est laissée à ma plume, tant que je sais à peu près vers où je vais arriver. Et ensuite, je réalise le tout et je réalise le nombre d'erreurs que j'ai commises et qui va me demander beaucoup de travail pour remettre de l'ordre dans tout ça. Bien. Alors, moi, je ferais une première remarque, c'est que toutes les erreurs ne sont pas créatrices. Par exemple, on m'a pris un billet de train pour 16h04. Et j'ai oublié de préciser Et les trains d'après sont complets. Donc, je vais devoir vous quitter avant que les conclusions de ce débat puissent être dites. Ensuite, dire que la radioactivité a été découverte par erreur, je ne suis pas C'est pour d'accord. ça que j'étais pas vraiment d'accord avec le pitch. Le fait que Becquerel développe des plaques photos qu'il avait laissées dans un tiroir contenant un minerai d'uranium, c'est un acte entre guillemets irrationnel, mais qui n'est pas une erreur, au sens où ce terme peut être défini. Ensuite, alors des erreurs en sciences, il y en a plein, ce n'est pas la peine de tenter de faire une liste. Par contre, il y a parfois des résultats qui sont démontrés par des scientifiques, et dans les scientifiques, je mets aussi les mathématiciens, des résultats qui les surprennent tellement qu'ils n'y croient pas. L'exemple qu'on peut citer, qui est canonique, c'est l'exemple de Cantor. Cantor, c'est un mathématicien du 19e siècle, et il a démontré que quand on prend un carré, on peut construire une bijection entre chacun des points qui constituent un côté du carré et les points qui sont dans la surface du carré. Il y a autant de points dans la surface qu'il y en a sur un côté. Or, lui, il pensait que dans la surface, évidemment, il doit y en avoir plus, même si ce nombre est infini. Et il a montré que non, il y a une bijection, il y en a autant en fait. Et ça l'a tellement troublé qu'il a écrit une lettre célèbre à son maître qui s'appelait Dedekind, qui conclut en disant « Je le vois, ce résultat, mais je n'y crois pas ». Voilà. Et ça veut dire que la découverte peut échapper aux grilles de l'intuition. On peut découvrir des choses qui choquent notre intuition. On peut citer l'exemple de Max Planck en 1900, quand il interprète le spectre du corps noir. Il fait une hypothèse qui le choque, mais il l'a fait juste pour voir. Elle aboutit à une conclusion à laquelle lui-même ne croit pas. Bon. Et il faudra ensuite que ça soit confirmé autrement, sinon l'histoire. Mais c'est ça qu'il faut interroger, c'est le fait que la démarche scientifique, même si elle comprend une partie un peu folle, peut surprendre ceux qui l'amènent. Bon. L'autre exemple que je voulais citer, et je prends un peu de temps de parole parce que je vais devoir partir, il y a des erreurs qui sont faites dont on est content après coup qu'elles aient été faites. Je vous donne juste un exemple. En 1934, à Rome, il y a une équipe de physiciens très performants, avec Enrico Fermi, Pontecorvo, Majorana, quelques autres, qui s'amusent à bombarder tous les métaux qu'ils trouvent avec des neutrons. Et à chaque fois, il se passe la même chose. Le neutron est capturé par les noyaux, se transmute en proton par radioactivité bêta, et ils font comme ça des radioisotopes artificiels, parfois. Et à chaque fois, ils déposent un brevet. Donc en bombardant de la matière, on crée des éléments, des isotopes, des matériaux qui ont été soumis à des flux de neutrons, et ça montre qu'on peut transformer la matière en la bombardant avec des neutrons.
Et un jour, ils disent, on va prendre l'élément chimique le plus lourd qui existe sur Terre, qui est l'uranium. Dans l'uranium, il y a 92 protons et 143 ou 146 neutrons. Ils bombardent et ils s'attendent à ce qu'il se passe la même chose que d'habitude. Le neutron est capturé, devient un proton par radioactivité bêta, et on fait un élément chimique nouveau qui contient 93 protons. Donc ils font ça, ils analysent la cible chimiquement, ils regardent juste les éléments chimiques tout proches de l'uranium, ils voient qu'il n'y a rien, ils en déduisent qu'ils ont fabriqué le premier transuranien, l'élément 93. Le patron du labo, qui s'appelle Persico, qui va être bien vu par les fascistes, propose de baptiser cet élément chimique le mussolinium. Et Fermi, il trouve une parade assez géniale. Il n'a pas envie de ça du tout, mais il dit ce nouvel élément chimique, il a certainement une durée de vie très courte, ce qui pourrait déplaire au Duce. D'accord ? Donc cet élément n'est pas baptisé, en tout cas pas à l'époque. Ça va lui valoir le prix Nobel. Mais quelques jours après l'expérience, ils reçoivent une lettre d'une chimiste allemande qui s'appelle Ida Dodak, qu'on appelait à l'époque la Marie Curie allemande, parce qu'avec son mari, elle avait découvert un nouvel élément chimique, le 75, qui s'appelle le rhénium. Et elle leur dit, finalement, cet élément 93, s'il n'existe pas dans la nature, c'est peut-être parce qu'il ne peut pas exister. Et peut-être qu'en bombardant un gros noyau d'uranium avec un petit neutron, vous l'avez fragmenté, vous l'avez cassé en plusieurs morceaux. Et pour un physicien mâle, l'idée qu'un petit neutron caressant un gros noyau puisse provoquer une fragmentation est une idée absurde. Pour casser un objet, il faut taper fort. Or, les neutrons lents, par définition, ne font pas cela. Et c'est pour ça que quand Fermi est arrivé aux États-Unis en 1938, il s'est présenté au service d'immigration comme étant le mec qui avait raté la fission. Et imaginez qu'en 1934, on ait compris que l'uranium pouvait fissionner. Ça aurait changé la suite de l'histoire. Et le truc incroyable, c'est que en 1938, un chimiste allemand qui s'appelle Otto Hahn refait les expériences de Fermi. Mais lui, il fait des analyses chimiques complètes de la cible. Et il voit qu'après bombardement de la cible d'uranium, il y a du barium. Ce gars-là, Otto Hahn, il a lu les papiers d'Ina Dodak, parce qu'elle a publié. Elle a publié en 1934 un article Huber das Element 93, où elle pose l'hypothèse de la fragmentation, donc de la fission en fait. Il a lu le papier, mais il n'y croit pas. Il voit dans la cible du barium. Il pense que c'est une impureté. Donc il nettoie son labo, il refait l'expérience, rebarium. Il ne comprend pas. Il envoie ses résultats à son ancienne collaboratrice, Lise Meitner, qui s'est réfugiée en Suède parce qu'elle est juive. Elle a dû quitter l'Allemagne après l'Anschluss. Et c'est elle qui va comprendre que le barium est apparu parce que l'uranium s'est coupé en deux pour donner d'un côté du barium, de l'autre côté du krypton. Donc c'est elle qui comprend qu'il y a une fission. D'accord ? Donc la morale de l'histoire, donc je ne vais pas la dire. Mais c'est quand même incroyable que ces deux femmes qui ont compris un truc qu'aucun homme, ils étaient majoritaires à l'époque, en physique nucléaire, n'a été capable de comprendre. Donc il y a eu une double erreur et on peut se demander si c'est pas heureux que la première fois, tout le monde se soit gouré. Mais ça permet peut-être d'évoquer effectivement quelque chose, et d'une certaine façon, ça rebondit sur ce que tu disais, au sens, Stéphane, au sens où il y a un certain moment où on a l'impression que les cadres mentaux qu'on se construit et qui structurent la pensée deviennent des freins complets à la possibilité d'aller ailleurs. Je me souviens qu'il y a un bouquin de David Brin qui s'appelle Marée stellaire, dans lequel il y a une idée, à mon avis, totalement fumeuse, mais qui est que l'anglais est une langue beaucoup plus intéressante pour faire des découvertes que typiquement le français ou l'allemand. C'est pour ça que c'est une idée fumeuse, parce que c'est une langue beaucoup plus floue, et que le flou dans la langue, c'est quelque chose qui permettrait justement d'avoir des sens qui émergent d'eux-mêmes, etc. Enfin bon.
Donc, au-delà de cette idée qui est probablement fumeuse, la question se pose comment on articule la nécessité d'une chose très très précise, ce que tu décris pour avoir un scénario, ou d'une pensée très très rigoureuse pour arriver à faire de la physique, et la nécessité d'arriver à échapper à ce cadre pour être capable d'inventer autre chose, de trouver autre chose, d'aller plus loin. Alors, un siècle, c'est peut-être pas une question au sens où toi, c'est plutôt dans le lâcher-prise que tu vas trouver ta façon d'avancer. Mais j'aurais bien aimé savoir comment vous voyez ce paradoxe entre pensée complexe et nécessité quand même d'être capable de faire du lâcher-prise à certains moments. Alors déjà, pour réagir sur cette idée de... il y a des langues qui sont floues. J'ai lu un article très intéressant la semaine dernière sur un terme qui, je pense, la plupart des gens dans cette salle comprendront, qui est la AI slop, c'est-à-dire cette espèce de bouillie numérique qui est en train d'envahir les réseaux sociaux, les YouTube, ces séquences très courtes d'images générées par ordinateur, par IA, dit-on régulièrement, et qui, semble-t-il, obtiennent les résultats les plus visuellement perturbants parce qu'il y a un problème de compréhension de la requête, parce que ce sont des requêtes qui ont été faites en hindi ou en vietnamien ou dans des langues qui n'ont pas eu une énorme masse de données pour nourrir les IA qui comprennent les prompts. Et c'est parce qu'on écrit la requête dans une langue qui n'est pas bien maîtrisée par le modèle que ça génère les images les plus fascinantes. Donc là, on est vraiment déjà là-dedans, dans cette idée que c'est le flou de la langue qui amène une espèce de créativité impromptue. Ensuite, j'ai l'habitude, parce que je sais que dans mon travail, je vais avoir tendance à être rigoriste, et c'est une perche que je te tends, tu vas voir où je veux en venir. Je m'étais fabriqué des cartes de tarot, et l'équivalent de cartes de tarot. Et quand j'écrivais un scénario, je m'imposais des événements aléatoires, où je m'imposais, je tirais une carte au hasard, c'était apparition d'un personnage ou disparition d'un personnage. Et j'essayais de prendre cette contrainte, qui parfois générait un vrai problème dans ma narration, pour obtenir un pas de côté qui me permettait... Alors, c'est pas tout à fait une erreur, mais en tout cas, c'est un effet random qui me forçait à tester la solidité de mon histoire et éventuellement lui amener une dérive à laquelle je n'avais pas pensé. Merci pour cette perche, je vais la prendre. Mais je voudrais d'abord rebondir sur cette idée, effectivement, que tu me parlais du lâcher-prise dans ma façon aussi de voir les choses. C'est complètement quelque chose de présent dans ce rapport à l'intuition dont je parlais, et au fait de, à un moment donné, laisser aussi le flux créatif traverser, nous emmener à des endroits qu'on n'avait pas anticipés. Mais en fait, je pense que profondément, ce que je ressens dans le mécanisme créatif, c'est la recherche de l'équilibre et de la voie du milieu. Donc, à la fois, le besoin de la structure, il est là. Le besoin de la réflexion sur l'endroit où va l'histoire. Je connais toujours la dernière scène de mon histoire, je sais toujours où l'histoire va. Et il y a plein de points de structure qui sont toujours présentes. Et en même temps, c'est ce rapport avec le lâcher-prise, l'intuition, le flow créatif. Et je crois que vraiment qu'en créativité, on est toujours en proie à ce jeu entre des polarités qui doivent se rejoindre sur une voie médiane, ou bien se rencontrer, ou bien danser ensemble. Et il y a vraiment cette notion de, c'est pas forcément un mix des deux, mais une alternance entre deux endroits différents qui vont recourir à des endroits de qui on est, qui sont différents. On pourrait dire, voilà, on est sur l'intuition et le rationnel, mais on peut aussi se dire qu'à un moment donné, on peut aller chercher quelque chose qui a de l'ordre par exemple, de la souplesse, et de défaire toute la façon dont on va percevoir le monde et se laisser traverser aussi par la sensation, peut-être. Si je suis au soleil en train d'écrire une scène et que je sens la lumière qui rentre en moi, je vais l'écrire peut-être différemment, et à un autre moment, on est complètement dans la projection de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et il y a plein de pôles différents qui se rencontrent, et c'est toujours cette danse entre ces différents pôles qui amène aussi de l'imprévu, une fenêtre qu'on n'avait pas vue. Et quand tu pioches au hasard une carte, en
fait, tu invites l'imprévu dans ton mécanisme créatif. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, pour rebondir sur cette perche qui m'a été tendue déjà 2 fois, voilà, ça met un peu de temps. Effectivement, je mets au point avec Anouk Faure un oracle sur la créativité, qui est un jeu en 52 cartes, sur lequel on s'interroge sur les mécanismes de la créativité. Et donc, ce sont des mécanismes qui vont à la fois toucher à quelque chose d'universel. On va tous ou toutes souvent rencontrer un problème de page blanche ou voilà, difficulté créative ou quelque chose qui va revenir. Et on a aussi nos singularités dans la façon d'être créatif. On a notre singularité dans la façon de percevoir la création, les histoires qu'on raconte. Et ce jeu, il va chercher à servir de support avec différents archétypes à ces différentes périodes de création, états créatifs, et avec des tirages construits, de pouvoir finalement se mettre en face de sa créativité et se dire, à un moment donné, ma créativité, je décide un petit peu par un processus mental comme ça, que c'est une créature en dehors de moi, je la sors de moi-même et je lui donne la parole et je rebondis par ces tirages construits au travers de questions pour essayer de mieux comprendre quel est ce processus, qu'est-ce qui se passe, des endroits qui sont parfois bloqués en moi, des endroits qui sont ouverts, comment je fonctionne, et ça accompagne le processus créatif, qu'il soit un processus artistique, un processus purement de relation au vivant, un processus de recette de cuisine. Enfin, la créativité, c'est immense, c'est vaste, c'est varié, un processus scientifique, il y a vraiment un nombre d'endroits très importants. Et du coup, j'utilise ça pour dialoguer avec cette créativité, comprendre finalement comment elle dialogue. Donc voilà pour ce rebond. Je sens que tu vas rebondir aussi. Du coup, je vais rebondir à mon tour. Si, mais j'essaye de structurer ma pensée. J'ai pas de carte de tarot sur moi. Il faut suivre l'intuition. Là. En fait, mon intitulé de poste exact, c'est directeur narratif. Et ça m'est arrivé régulièrement dans ma carrière d'avoir des gens qui, parce qu'il y avait directeur dans le terme, n'osaient pas venir me parler au sein d'une équipe pour me dire j'ai une idée ou je suis pas sûr d'eux. Et pendant que tu m'expliquais ça, je me réalisais que j'utilisais beaucoup les gens dans mon équipe et autour de moi comme des cartes de tarot pour venir perturber mon fil de pensée. Et j'ai passé énormément de temps à dire une bonne idée vient de tout le monde. C'est pas parce qu'un directeur écrit sur mon badge que j'ai raison. Et n'importe qui peut venir perturber ma certitude. Mon travail après va consister à essayer de trier les choses pour réussir à arriver à quelque chose qui me semble construit et qui tienne sa promesse. La promesse faite aux joueurs et aux joueuses au début de la partie qui vont jouer. Mais ça, c'est important, d'effectivement. Alors, je sais que j'ai des camarades qui travaillent dans le jeu vidéo et dans cette salle, j'en ai repéré quelques-uns. Le concept de tyrannie en création est également un concept très courant. Parfois, ça porte ses fruits. J'ai eu la chance, à Dontnod en particulier, dans le studio Dontnod, de travailler avec des gens qui avaient une espèce d'horizontalité de la créativité, et c'était très agréable d'avoir des lames de tarot qui venaient régulièrement nous challenger sur les différentes certitudes qu'on pouvait avoir. C'est difficile de répondre à la question posée par François, parce que moi j'ai l'impression qu'on peut être précis dans toutes les langues. On peut faire un travail dans la langue qui permet de préciser ce que dit la langue. Mais il y a des cas où c'est plutôt des problèmes de traduction qui créent de la confusion. Par exemple, dans la deuxième moitié du 19e siècle, il n'y avait pas encore une langue commune pour faire de la physique, ce n'était pas l'anglais. Il y avait des épistémologies nationales, les Anglais, les Français, les Allemands, qui n'avaient pas les mêmes référents. Et tous les débats sur le deuxième principe de la thermodynamique ont été compliqués, ils ont duré longtemps d'ailleurs, avec beaucoup de participants, parce qu'il y avait des problèmes de traduction. Le mot énergie n'était pas un mot commun en physique, contrairement à ce qu'on croit. Il y avait confusion entre puissance, énergie, travail, force, qui a fait qu'ils ne se sont pas très bien compris. Il y a eu une confusion. Et puis finalement, ça s'est bien réglé. Mais le fait qu'on ne pense pas dans un cadre linguistique commun a pu créer à la fois de la créativité, mais aussi des obstacles et des malentendus. Il y a aussi des cas où il y a des erreurs qui viennent de la traduction. Par exemple, en 1927, Heisenberg, un des pères fondateurs de la physique quantique, publie un principe qu'il appelle le principe d'incertitude, ce qui en allemand se dit Unsicherheit, l'incertitude. Et ça a été immédiatement traduit en français comme étant, en physique quantique, on ne peut pas connaître.
avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Sous-entendu, la particule a bien ses attributs, mais la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître. Et ça a été interprété philosophiquement comme une limitation quantique de notre pouvoir de connaissance. Et Heisenberg, quand il a vu ce malentendu, il a changé le nom. Il a appelé le principe d'indétermination, ce qui en allemand donne Unbestimmtheit. Mais c'était trop tard. En français, même dans les bouquins de philo d'aujourd'hui, on voit le principe d'incertitude, alors qu'en fait, si on ne peut pas mesurer la vitesse et la position d'une particule en même temps, ça n'est pas parce qu'il y a une limitation de notre pouvoir de connaître, mais parce qu'une particule quantique n'a pas ses attributs. Donc à force de présenter les révolutions comme des évolutions, c'est la même chose qu'avant, mais on connaît moins les choses qu'avant, on crée des malentendus philosophiques qui sont ravageurs. Enfin, pour terminer, moi j'interroge le lien entre ce qui est entre pensée créatrice et langage. C'est pas gagné que, c'est pas acquis en tout cas qu'on pense toujours dans une langue. Il y a un contre-exemple fameux qui est Einstein. Quand Jacques Hadamard, mathématicien français, s'est exilé aux États-Unis pendant la guerre, à New York, il a fait une enquête auprès des physiciens théoriciens et des mathématiciens pour essayer de comprendre d'où leur venaient leurs idées. Il avait établi 15 questions, je crois, et au moment où le livre va paraître, il avait oublié Einstein dans sa liste. Einstein est au courant du projet d'Hadamard et le contacte pour répondre au questionnaire. Et dans une des réponses, il dit « Ma pensée n'est pas verbale ». Il dit même « J'ai une pensée musculaire ». J'essaie de penser ce que ressentirait mon corps dans certaines situations qu'il peut imaginer, mais qu'il ne peut pas vivre. Et ensuite, dit-il, mon gros travail, c'est de transformer une pensée qui se décline sous forme d'image mentale en langage, et ensuite en équation. Donc, il se peut qu'on pense sans langue, enfin en tout cas en amont des langues, peut-être sans les langues. C'est un peu à cette dernière idée que je voulais venir, c'est-à-dire que on a tendance souvent à présenter l'évolution de la physique, en particulier l'évolution de la physique moderne, comme étant le fait d'esprits très très particuliers qui, à un moment donné, ont été capables de comprendre qu'un paradoxe devait pousser à un geste absolu, etc. Et effectivement, dans le cas d'Einstein, ce qui est intéressant, c'est cette idée que ça ne repose pas a priori, j'avais lu ça aussi, sur une question de logique ou de raisonnement, mais sur une intuition qui peut même d'ailleurs venir d'ailleurs que de la pensée mathématique des objets. Et ma question, c'est aussi vis-à-vis de la façon dont on nous enseigne tout ça. On nous pousse à faire de la physique uniquement à grands coups d'équations qu'on résout d'ailleurs souvent comme des mathématiciens et pas comme des physiciens. C'est pas la même chose d'être un mathématicien et un physicien. Un physicien comprend l'équation, un mathématicien dérive des équations les unes derrière les autres. Est-ce qu'il n'y a pas un manque là-dedans, dans cette idée qu'il faudrait aussi apprendre aux gens qui font de la physique, j'ai des maths, j'en ai aucune idée, moi je suis plus physicien que mathématicien, à accepter ce travail de quelque chose qui vient d'ailleurs et qui permet de faire ces pas de côté qui sont parfois absolument indispensables. Enfin, un physicien dont j'ai oublié le nom m'a parlé d'un mathématicien dont il avait oublié le nom, qui lui disait que la physique et les mathématiques, c'était deux disciplines séparées par un langage commun. Et ça rejoint un peu ce que tu dis là. Mais en fait, je pense qu'il faut aussi voir que dans le monde dans lequel on vit, on apprend des lois physiques, mais on les reçoit comme si elles descendaient de je ne sais quel ciel, sans voir qu'elles peuvent elles-mêmes poser des questions. Et pour parler d'Einstein, l'idée la plus heureuse de sa vie, tout le monde connaît l'histoire, en 1907, il rentre de déjeuner, comme tous les jours quand il travaille au bureau des brevets à Berne, il se met sur son tabouret pour faire une sieste semi-éveillée, comme il dit. Donc il n'a pas de dossier. Donc ça veut dire que s'il commence à s'endormir, il y a un réflexe de son corps qui fait qu'il aurait suffisamment de conscience pour capturer une idée qui lui traverse sur l'esprit. Il est contre la méditation, parce que la méditation, on laisse filer des idées, là, mais non, c'est une idée, c'est rare. Il ne faut pas les gâcher. Et là, il comprend, sans que les mots viennent l'aider, par une image mentale, il comprend que si son corps tombait dans le vide, il ne sentirait pas qu'il a un poids. Autrement dit, pour sentir qu'on a un poids, il faut que notre corps subisse une autre force que le poids. Par exemple, la résistance de notre chaise. Là. C'est la résistance de notre chaise qui nous fait sentir qu'on a un poids plus ou moins grand. Chacun verra pour lui-même. Mais si on tombe en chute libre,
Chute libre, ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance de l'air, il n'y a pas de poussée d'Archimède, tous les corps tombent à la même vitesse. Donc si je lâche mon verre là, en chute libre, je verrai qu'il ne tombe pas. Il sera en lévitation, il va flotter autour de moi. Ça veut dire qu'on peut être en impesanteur dans un champ de pesanteur. On peut être un empesanteur dans un champ de pesanteur. Ça veut dire que la cause qui nous fait tomber, en l'occurrence la gravitation, le poids, produit un effet qui semble annuler la cause. Le fait de tomber sous l'effet de son poids nous fait croire qu'on n'a pas de poids. Ben ça, n'importe qui peut le comprendre dès lors qu'il connaît la loi de la chute des corps de Galilée. Mais on ne l'apprend pas comme ça. Autrement dit, il y a une forme de créativité qui vient de tenter de faire parler les équations connues de la physique dans des situations qui ne sont pas habituelles. Et à ce moment-là, on découvre qu'elles ouvrent à des possibilités auxquelles on n'a pas pensé simplement en apprenant la loi. Et en l'occurrence, cette expérience de pensée d'Einstein va le mener 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. Simplement par cette mise en scène à laquelle il a donné un poids, enfin une importance que dans l'enseignement, on ne lui accorde pas du tout. Quand on parle de la gravitation à l'école, on ne parle jamais de ça. Si je peux juste rebondir, mais si je comprends On bien. n'arrête pas de rebondir, hein, je sais pas. Voilà, je vais rebondir. On va se retrouver à des altitudes que je n'ose pas imaginer. On va être en lévitation tous ensemble, ce sera formidable. Mais sur ce que tu dis sur Einstein, et tu exprimes qu'il s'est ménagé dans son processus créatif, si j'ai bien compris, hein, tu me reprends si ce n'est pas le cas, en fait des espaces où il va finalement rentrer dans l'expérience du corps. Il parle de quelque chose de musculaire, finalement d'un langage musculaire. Donc il va rentrer dans le corps, il va rentrer dans l'expérience sensitive, dans aussi créer ces espaces-là d'aller chercher, piocher l'information ailleurs en fait que dans la pure pensée, et que c'est là qu'il va avoir quelque chose qui se déclenche, cette idée qu'il attrape et qui va ensuite pouvoir étayer par la pensée. Et en fait, on reprend le sujet du début avec l'intuition et ce qu'on structure. On est toujours avec ces deux forces-là qui vont être génératrices de quelque chose. C'est un peu comme vous, c'est-à-dire vous refusez les arguments d'autorité. Et lui, il refusait les arguments d'autorité et il essayait en effet à la fin de sa vie, il a donné une interview à son premier biographe qui lui demande pourquoi est-ce que vous êtes le premier à avoir trouvé la théorie de la relativité restreinte? Pourquoi c'est vous? Et il s'attendait à ce qu'Einstein dise j'étais génial, etc. Einstein répond grâce à mon retard mental. Parce qu'à un âge d'adolescent, 16 ans, 17 ans, je me suis posé des questions d'enfant que j'ai résolues avec un cerveau d'adulte. Par exemple, imaginez que votre enfant, un soir, rentre à la maison et demande à ses parents, donc à vous, papa, maman, qu'est-ce que je ressentirais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? Et s'il fait ça, tu lui dis, va te coucher, quoi. Je veux dire, on dit, c'est une bouteille de lait. Et Einstein, il a cette idée à 15 ans, il imagine son corps sur une onde électromagnétique. Et il se dit, du haut de ses 15 ans, si je suis à cheval sur une onde, je suis comme un surfeur qui est sur une vague et qui suit la vague. Donc la vague qui est devant, elle est immobile, la vague qui est derrière est immobile. Donc quand je suis sur une planche de surf, sur une vague, je vois un système d'ondes stationnaire. Donc si je suis sur une onde électromagnétique avec mon corps, je vais avancer avec l'onde. Donc par rapport à moi, elle sera immobile. Or, du haut de ses 15 ans, et c'est peut-être ça qui le distingue de la plupart des enfants de 15 ans, il savait que les équations de Maxwell qui décrivent les ondes électromagnétiques n'ont pas de solution stationnaire. Donc il se dit, ou bien l'expérience que j'ai imaginée est une expérience physiquement impossible, ou bien les équations de Maxwell qui disent que c'est impossible sont fausses. Voilà, c'est simple. Alors, je vais demander à ce qu'on rallume la salle, parce que comme Étienne doit partir, on va peut-être prendre quelques questions. Non, je pense que vous répondrez aux questions qu'on posera. Bon, alors si Étienne ne veut pas, on continue. Nous sommes des lames de tarot. D'accord. Donc, je reprends mon fil de pensée. On a parlé d'erreurs dans le processus comme le grain de sable qui, à un moment donné, fait dérailler le processus ou peut conduire, parce qu'il fait dérailler le processus, à lever un problème, une ambiguïté, un paradoxe. L'erreur, c'est aussi l'erreur
comme la distance face à un référentiel. La distance, les points qui définissent le passage d'une courbe et les erreurs de ces points passent à la courbe. Ça paraît parfaitement absurde, mais d'une certaine façon, j'ai l'impression quand même que quand on écrit, on est amené à traiter ce type de problème. On fait des recherches, on va créer un univers. Cet univers, on va le vouloir cohérent, on va le vouloir coller à typiquement le XVIIe siècle, les pirates et les corsaires dans les Caraïbes. À quel moment est-ce qu'on s'estime satisfait et qu'est-ce qui va définir justement quel sentiment on a vis-à-vis de cette erreur qu'on commet par rapport à ce qu'on raconte? Alors, on n'est jamais satisfait. Personnellement, il faut que c'est la formule que j'ai depuis des années quand on m'interroge là-dessus. Je dis toujours, je dois à la fois être très fier de ce que je viens de faire et avoir très honte de ce que je viens de faire. Et quand j'ai réussi à trouver cette espèce d'état mental où je dis c'est la forme la plus aboutie de ce que je suis capable de produire en termes de travail d'écriture actuellement, si je vais plus loin, je vais gauchir le résultat. Mais j'estime que c'est dans un état suffisamment satisfaisant pour que je sois satisfait de la publication. Ça me convient pour un nombre d'années aléatoires à venir. Ça veut dire que relire mes œuvres de jeunesse est une souffrance courante, je crois. Ça, je crois que... Non, il me semble qu'il y a des gens qui viennent encore me voir en me disant j'ai beaucoup aimé Chromozone. Donc Chromozone était le premier roman que j'ai écrit. Non, mais la question, c'est si tu pouvais lire les livres que tu écriras plus vieux. Ah, mais je peux pas, faut pas. Non. Sinon, c'est... Pourtant, dans des chronologues, le livre pourrait arriver sur ta table. Faut pas croiser les flux. Sinon, il y avait... Ah oui, alors... Mais si on en croit tes romans, c'est possible. Normalement, ça devrait être possible. Mais j'avais postulé dans le déchronologue qu'à chaque fois qu'il y avait une fracture de temps, on générait une nouvelle sous-ligne de temps, mais qu'il n'y avait jamais de période de temps qui se croisait. Mais t'habites où, au juste? On sait jamais trop, dans une petite bulle. Voilà un gars qui n'a pas de problème d'horaire. Jamais. Mes trains arrivent à l'heure. Et oui, je vais me concentrer. C'est pas facile. Si, le langage est musculaire. Ça m'a fait penser à Burroughs, la pensée musculaire. Ça m'a fait penser à Burroughs qui disait le langage est un virus et qui, pour générer des nouvelles formes de texte par rapport à son travail, alors je crois que c'est pas lui qui a inventé le cut-up. Il me semble qu'il a appliqué le principe du cut-up qui venait de la Beat Generation. Je crois que Kerouac avait travaillé dessus aussi. Mais il y avait cette idée qu'il allait écrire un texte, le couper en morceaux, remettre les morceaux dans un ordre différent, parfois même réintégrer des morceaux d'autres textes, avaler un petit peu de mescal au passage, et pour essayer dans son idée, il s'agissait je crois que c'est comme ça que moi j'ai compris quand j'ai essayé ce genre d'exercice dans mes jeunes années, le langage est un virus, son approche consistait à dire qu'il ne pourrait exprimer pleinement le sens de ce texte qu'il avait structuré avec le moins d'erreurs possible. Pour régénérer la créativité, il le forçait à exprimer la partie subconsciente qu'il avait essayé d'émettre dans ce texte qui avait pris une forme particulière. En remettant les phrases et les mots dans un autre ordre, il tentait de générer une espèce de perturbation, comme celle-ci, une espèce de perturbation du texte initial qui était supposé avoir un meilleur état final que ce que lui aurait été capable de créer de manière rationnelle. Et j'aime bien ça. J'aime bien cette façon de faire. C'est la même idée que piocher des cartes de tarot. C'est la même chose. Oui, tu vas chercher un élément perturbateur pour remettre de la créativité, faire des sous dans la machine à sous. Mon idée était plus dans cette tension aussi qui existe entre vouloir créer un univers qui se rapproche quand même d'une autre, en sachant que fondamentalement ça n'a pas de sens, parce que si c'est une œuvre de littérature, il va bien falloir s'en écarter. Et donc d'essayer de faire ce travail de source. Pourquoi ne pas inventer un truc totalement invraisemblable? Pourquoi travailler des sources? Pourquoi faire ce travail qui consiste à vouloir localiser quelque part son histoire, alors que fondamentalement, de toute façon, ce qu'on va raconter sera obligatoirement différent, voire même très différent de la réalité, parce que sinon il n'y a pas bonne raison de faire un roman. De même qu'en physique, c'est quoi la tension entre s'approcher le plus possible du réel tout en sachant qu'on va rester au mieux asymptotique? Bon, enfin, si j'habitais dans l'univers de Stéphane,
je pourrais rebondir sur ce qu'il a dit. Voilà. Mais là, tu n'as pas le temps. Comme j'y habite pas, il faut que je parte. Voilà. Mais en gros, le travail de vulgarisateur que j'essaie de mener parfois, c'est de tenter d'imaginer ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler. Mais elles ne parlent pas. Donc dans cette interprétation, il y a place éventuellement pour l'erreur. Et même quand vous avez l'impression, c'est un peu ce que tu disais, d'avoir créé un texte clair qui dissipe les malentendus, vous n'êtes pas maître de la façon dont le texte sera lu. C'est l'expérience douloureuse du prof qui corrige des copies, quoi. Et il se dit, putain, mais je leur ai expliqué ça, comment est-ce qu'ils peuvent écrire une pareille chose? Voilà. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je suis vraiment désolé de vous quitter. Sur ce, on va rallumer la salle parce qu'il reste 15 minutes. Donc, c'est le moment de poser vos questions à Siècle et à Stéphane. Et en m'excusant du fait que Étienne soit obligé de partir. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention, c'était vraiment très intéressant. J'aurais une question d'ordre narratif pour essayer de comprendre à quel moment apparaît l'erreur ou l'élément invariable dans l'histoire. Vous avez parlé d'introduire l'instinct ou des éléments de tarot, des éléments imprévisibles, et je voulais savoir, est-ce que l'erreur ou l'élément invariable est plus intéressant à voir avant le plan, donc avant l'écriture, c'est-à-dire durant l'idée, c'est là qu'il faut avoir l'erreur avec l'instinct, ou bien l'erreur est plus intéressante durant l'écriture et donc après avoir eu l'idée. Voilà, merci. J'y vais. Je pense que justement, en fait, cette idée d'erreur ou d'improvisation, elle arrive pas au moment où on conçoit le plan, parce qu'au moment où on conçoit le plan, on le conçoit avec sa structure, avec sa logique, et donc quand on entame le travail d'écriture là-dessus, on est avec quelque chose qui est un peu plus cadré, un peu plus organisé, et c'est, pour reprendre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec cette histoire du corps ou du rapport avec un autre endroit de soi, c'est au moment où on est dans le processus d'écriture, et parfois c'est un peu bizarre, parce qu'on pourrait se dire que le processus d'écriture, il est mental, mais le fait de, par exemple, taper sur un clavier, parfois on va taper plus vite que l'on ne pense. Et ça, c'est un petit peu différent que lorsqu'on écrit, parce qu'on écrit rarement à la main plus vite que l'on ne pense, quoique je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas mon cas. Et quand on tape beaucoup plus vite, à un moment donné, ce qui peut se passer, c'est que on se met à écrire et à ne plus savoir ce qu'on écrit et à lire sur écran l'histoire qui prend à ce moment-là un tour assez différent de ce qu'on avait prévu, et c'est là que l'erreur se produit. Et je dirais pas qu'on prévoit de produire l'erreur, en fait, c'est qu'à un moment donné, on donne l'espace en soi au corps de prendre la main, mais alors le corps, c'est l'inconscient. Donc ça va être en fait peut-être quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que l'on a conscientisé sur son histoire qui prend le relais. Et on va laisser ces espaces-là advenir. Et pendant le processus créatif, lorsque ça se produit, c'est là que l'erreur qui n'est pas anticipée, justement, puisqu'elle est imprévue, se produit et qu'elle emmène, par exemple, l'histoire dans une direction différente. Mais c'est une réponse qui est celle que je peux faire là tout de suite. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça m'intéresserait bien de... J'aime beaucoup le rapport à la question du rapport à l'écriture et le corps. Chaque personne qui écrit a son souffle interne, son rythme. Et c'est très difficile d'aller contre. J'ai découvert avec le temps que mon propre rythme d'écriture, le rythme de ma phrase, pas la vitesse à laquelle j'écris, le rythme de ma phrase, le rythme que je mets dans mes mots et dans ma ponctuation et dans mes paragraphes, ça évolue avec le temps. Et il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, j'avais lu un article qui m'avait fasciné, qui expliquait qu'il semblait qu'il y ait un rapport entre le souffle, vraiment, et le rythme personnel. Par exemple, Proust, l'homme connu pour faire les phrases les plus longues du monde, avait des problèmes de respiration et était asthmatique, et son rapport au fil et au souffle se retrouvait dans son texte. J'avais de l'asthme quand j'étais plus jeune, et j'en ai plus, j'ai été soigné, et mon écriture s'est raccourcie. Alors, j'ai longtemps cru que c'était parce que j'avais une meilleure maîtrise, ou quelque chose qui me semblait plus juste, et que je changeais le rythme de mon écriture. Mais si ça se trouve, c'est un rapport au corps
qui m'échappe complètement et qui me donne l'impression que quand j'écris désormais de cette manière-là, c'est une manière plus juste de faire, mais peut-être c'est juste une manière d'être plus en accord avec ma chair. Oui. Quelqu'un là. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question par rapport au processus psychologique de création, à travers une dualité, à travers celle d'abord du bienfait de l'erreur, parce que parfois en fait on apprend soit des autres des mauvaises choses, soit des bonnes. Et l'autre, c'est cette injonction qui est de plus en plus pressante, celle de réussir, et qui, je crois, peut être source d'erreur, justement, de se sentir obligé de réussir pour survivre, justement. Merci. Je commence. L'obligation de réussir pour s'en sortir, c'était ça que tu as dit? C'est de s'en sortir, mais pour aller où? Et effectivement, il y a j'ai l'impression que on va partir dans des chemins de traverse, mais oui, moi je sens qu'il y a dans là où les nouvelles générations un refus de faire cette espèce de rat race, pour parler français, cette espèce d'obligation de se soumettre à cette exigence de réussite, ou en tout cas de déterminer soi-même ce qui doit définir ta réussite. Peut-être en assumant les erreurs, peut-être en acceptant d'en faire aussi. Moi, j'appartiens à la génération où on nous avait dit travaille bien, mets pas tes coudes sur la table, dis bonjour à la dame, mouche ton nez, et normalement tout devrait bien se passer. Et la vie m'a démontré que c'était pas exactement comme ça que ça se passait, quoi. Une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'écrire, c'est parce que justement je ne trouvais pas de moyen de m'en sortir. Je me cognais la tête partout où que j'aille, et j'avais besoin de trouver des portes. Et les portes, je les ai trouvées dans l'écriture. Et ça a été ma façon de m'en sortir, ça a été d'éliminer ma tentation à l'erreur, mon refus de... c'est pas mon refus. Je me méfiais des chemins qu'on me présentait. Et la façon que j'ai eue de tracer mon chemin, ça a été de me dire, ce seront mes erreurs et je vais en faire une force. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai pris une cuite avec mon frère. Et à la 5e pinte de Guinness, je disais, la seule chance que j'ai eue dans ma vie, c'est que j'ai trouvé un moyen de monnayer la seule chose que je savais faire, écrire, dans le jeu vidéo, dans la bande dessinée, dans les romans. Mais est-ce que c'est une chance? Est-ce que j'ai travaillé pour ça? J'ai l'impression que j'ai travaillé pour ça et que j'ai affiné mon art pour en faire quelque chose de monnayable. Le problème, c'est, pour essayer de répondre à ta question, comment tu fais lorsque tu refuses de jouer à ça? Et là, j'ai pas la réponse, malheureusement. Je pense que c'est à chacun de la trouver. Moi, ça a été mon parcours. Alors pour mettre en rapport la question de la réussite et de l'erreur, j'aimerais bien extrapoler un peu l'idée de l'erreur avec l'idée de l'échec, de la chute. En fait, j'essaye quelque chose, ça ne marche pas, je rate. Et en fait, comment je me positionne face à cette erreur ou ce projet qui n'aboutit pas, cet élan que je mets en place, ces choses que j'apprends, ces ambitions qui ne se concrétisent pas, en tout cas pas tout de suite. Et en fait, la chute, rater quelque chose, c'est un formidable terreau finalement pour apprendre et pour devenir aussi résilient. Et donc, en fait, est-ce que c'est une erreur de faire des erreurs ou au contraire, est-ce que ça fait partie d'un processus d'apprentissage? Et la réussite, à quoi elle se mesure finalement? Est-ce que c'est une validation sociale, professionnelle? Est-ce que c'est une validation de soi avec soi-même? Quelles valeurs, en fait, sont celles qui vont permettre de nous dire à un moment donné, là, j'arrive là et là, j'ai réussi. Mais cette réussite qu'on peut à un moment donné ressentir en soi, que l'on vit, elle va être souvent le résultat d'un cheminement. Et le cheminement, il est rarement linéaire. Il s'enrichit en fait aussi de ces chutes-là qu'on fait. Et quand on fait ces chutes, c'est un peu ce que tu disais qui me fait penser, on apprend à se connaître. On apprend quelles sont nos facilités, nos forces, nos difficultés, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce que l'on veut faire. Et on va aussi peut-être du coup apprendre en regardant un petit peu comment fonctionne le monde autour de nous, avec ce que l'on est, à tracer un chemin qui va nous amener là où on veut aller. Et donc finalement, l'erreur, l'échec, est-ce que c'est vraiment
une erreur, un échec, peut-être que c'est une source d'apprentissage. C'est aussi un regard que l'on pose sur cette idée d'erreur ou cette idée de voilà, d'anomalie de là où on se trouve ou qui ne nous amène pas directement à une réussite. Puis ça pose la question de qu'est-ce qu'une réussite. Ça pose la question, qui te dit que tu as fait une erreur? Est-ce que c'est des gens autour de toi qui disent que tu as fait une erreur ou est-ce que c'est toi qui en es persuadé? Et ça, c'est très difficile de faire cette part des choses, mais ça rend plus solide au final. La résilience, elle est là. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. J'ai eu un petit peu un début de réponse, mais en fait, simplement, je voulais vous poser la question. Avec le terme erreur, on a souvent associé le terme corriger son erreur. Revenir en arrière peut-être, ou modifier. Revenir sur un cap où on voulait aller et abandonner celui qui nous a amené à cette erreur. Est-ce que ce terme corriger, pour vous, il est important dans votre processus de création? J'y vais. C'est une question très intéressante parce que qu'est-ce qu'on entend là encore? C'est toujours qu'est-ce qu'on met derrière les mots, mais par corriger. Et du coup, quand il y a quelque chose d'un peu dur dans la correction, dans le sens où on dit voilà, j'ai fait ça et là, je le transforme complètement. Et c'est sûr qu'il y a des moments où, dans un texte, on a quelque chose qui ne fonctionne pas, on va le corriger. Mais est-ce que le corriger, c'est enlever tout ce qui a été fait? Ou est-ce qu'en fait, c'est prendre ce qui a été fait et que l'on l'a qualifié avec le terme d'erreur pour le transmuter en quelque chose d'autre? Donc ça pose la question de savoir si l'erreur est une étape du processus ou bien si c'est quelque chose qui arrive au milieu et qu'il faut, j'allais dire, enlever, éradiquer du processus. Et ça dépend. Je pense que de façon pragmatique, il y a des choses que l'on va peut-être être amené à corriger parce qu'on se dit en fait elles n'étaient pas à leur place, mais il y en a d'autres où on se dit en fait je vais faire évoluer ce qui était au départ une erreur en quelque chose d'autre. À ce moment-là, ça devient un processus de construction. Et ce qui est intéressant avec cette question, c'est de se dire, mais finalement, quand moi j'utilise le mot corriger et je dis j'ai fait quelque chose, c'est une erreur, je le corrige, comment est-ce que je perçois ma créativité? Quelle valeur je lui donne? Est-ce que je perçois des échecs sur des échecs ou des étapes sur des étapes? Et il y a aussi vraiment ce positionnement face aux mots, face à cette erreur ou face à cette correction qui nous parle de qui on est, de comment on perçoit son processus. Et il n'y a pas forcément, je dirais, une bonne réponse, mais c'est intéressant de se dire, mais moi, quelle réponse, finalement, vous tous, vous toutes, quelle réponse vous apporteriez à cette question et qu'est-ce que ça dit de votre rapport à l'erreur et à la réussite et à la création, finalement? Et ça, cette question, c'est peut-être la plus intéressante à poser. Corriger une erreur, professionnellement, pour moi, ça veut dire, là je reviens dans le monde du jeu vidéo, ça veut dire il y a des bugs, il faut les corriger avant que le jeu sorte. Toi-même, tu sais. Ce que j'adore dans ce processus, donc pour celles qui ne connaissent pas comment on fait dans le jeu vidéo, on classe les bugs, généralement par catégorie A, B, C ou 1, 2, 3, etc. On peut aller jusqu'à l'infini. Et c'est le degré de gravité. C'est-à-dire on peut laisser le jeu sortir avec quelques bugs, de toute façon on ne les trouvera pas tous. Mais évidemment, les types 1 ou les classes A ou les bleus, quel que soit le code qu'a choisi l'entreprise pour les déterminer, c'est le jeu crash, le jeu ne fonctionne pas, bon ça, le jeu ne peut pas sortir dans cet état-là. Ce que j'adore avec ce rapport, cette espèce d'idée que nous allons sortir un jeu qui est corrigé de toutes ces erreurs, c'est que ça a généré tout un pan de créativité complètement folle, qui est le speedrun, qui est ces gens qui utilisent les bugs non corrigés d'un jeu pour recréer quelque chose qui n'était pas prévu par les concepteurs, en particulier donc speedrun, finir le jeu le plus vite possible en utilisant des raccourcis, en utilisant des bugs du système. Doom est un des jeux les plus connus pour ça, mais il y a énormément de jeux qui le font. Et moi, je regarde des vidéos quand je ne dors pas bien la nuit. Je regarde des vidéos qui m'expliquent l'histoire du speedrun de Zelda, par exemple. Comment est-ce que pendant très longtemps, les joueurs sont restés bloqués à 2h53 pour le finir. Personne n'arrivait à finir le jeu. On pensait qu'on avait trouvé la forme ultime en exploitant tous les bugs possibles dans le meilleur sens chronologique possible pour finir le jeu en 2h53. Je dis 2h53, mais c'est pas ça. C'est beaucoup plus bas maintenant. Et puis un jour, quelqu'un a découvert que, attends, si tu exploitais un bug de texture, en fait, là, tu pouvais passer directement dans la salle suivante, tu gagnais encore 10 secondes. Et cette espèce de réappropriation pour créer tout un nouveau pan culturel du speedrun,
y a désormais des nuits. Je crois même qu'il y a Speedon qui utilise le speedrun pour dégager des dons. Ça, on revient sur ce qu'on disait en tout début de discussion, c'est-à-dire que de toute façon, tu peux essayer d'avoir la plus grande maîtrise que tu veux. Il y aura forcément des erreurs que tu vas laisser. Et quand elles sont réappropriées pour donner place à une nouvelle narration, une nouvelle histoire, une nouvelle performance, c'est gagné. C'est-à-dire que c'est vraiment l'appropriation de ton travail par des gens qui vont en faire tout autre chose et devenir des maîtres d'une discipline à laquelle tu n'avais même pas pensé lorsque tu as produit le projet. Et ça le speedrun et l'utilisation des bugs pour raconter quelque chose et faire une performance nouvelle, c'est une de mes plus grandes joies personnellement. Finalement, si l'erreur sert de socle à la multiplication de la créativité, c'est gagné. Exactement, voilà, c'est très bien ça. Ça, j'aime bien. Bon, il reste 30 secondes, donc je ne suis pas totalement convaincu que ça permette de poser encore une question et de faire 2 réponses. Donc je vais vous proposer de vous spoiler de 25 secondes et vous inviter à remercier nos 3. Merci beaucoup. 2 plus celui qui n'est plus là, intervenants.